Bonjour à tous, bienvenue pour un nouvel épisode du podcast de CPI Sport consacré à la Coupe du Monde. Après 2 semaines de compétition intensive pour les phases de poule, on va revenir en cette journée off, donc le vendredi 29 juin, sur tous les huitièmes de finale qui vont arriver. Et on va aussi s'apesantir sur la situation et l'élimination du tenant du titre, l'Allemagne. Donc aujourd'hui, pour m'accompagner et surtout pour beaucoup plus parler que moi, je me retrouve avec Mathieu, Salut. Yanis Tous. et Pierre-André qui tenteront chacun d'amener leur pierre à l'édifice de ce podcast. Salut les guys. Donc, je pense qu'on peut commencer par ce qui nous intéresse le plus, le premier match, demain, France-Argentine. Je sais que là, je sens les débats tendus, messieurs. Qui veut commencer? Allez, je vais commencer. Je vais déjà dire que ça me fait très plaisir de voir cette affiche au niveau des huitièmes de finale. Tout le monde, effectivement, pour l'équipe de France, aurait préféré qu'on joue le Nigeria ou l'Islande. C'est sûr qu'on aurait été plus tranquille. Mais après tout, on est là pour jouer une Coupe du Monde. On est là pour affronter des belles équipes, même si l'Argentine est loin de ses meilleurs moments. Déjà, je trouve que c'est une belle affiche et ça va être un match très important et je pense agréable à regarder. Ouais. Moi, je suis assez d'accord avec Mathieu. Je pense que, en plus, l'équipe de France a tendance à se mettre assez lentement en route. Si on peut commencer à se mettre en route contre une équipe qu'on qualifie déjà de très bonne équipe, qui était une des favorites au début de la compétition, et qui est pas forcément au niveau qu'on l'attend, mais déjà là, se mettre vraiment dans le rythme phase éliminatoire, ça va faire que du bien à l'équipe de France, je pense. Oui, de toute façon, je pense que ce sera un peu un match entre guillemets test, quoi. Genre, soit on passe et du coup, ça nous met en confiance en se disant, on a été capable d'éliminer une grosse équipe, on va pouvoir continuer à monter en puissance, ou soit on se fait, entre guillemets, surprendre et on se fait avoir par l'Argentine, quoi. Ce qui serait un sacré échec quand même. Ce serait, moi, j'aurais tendance à dire vraiment que ce serait vraiment un gros échec aussi. On avait dit il y a quelques semaines qu'on voulait la France en demi-finale. Même si le tableau paraît relevé, je veux dire, c'est toujours l'objectif et les premiers matchs des Bleus, même s'ils ont été très poussifs ou quoi que ce soit, on espère quand même monter en puissance dans les phases des poules. Ouais, si on revient rapidement sur les trois matchs, on est tous d'accord pour dire qu'il n'y a pas de quoi s'emballer, mais je suis pas, je suis pas, ouais, non mais voilà, mais je suis pas inquiet plus que ça par rapport à la phase de poule, dans le sens où j'ai l'impression qu'il y a une grosse part de gestion là-dedans. Alors c'est sûr que tout le monde préférerait qu'on ait gagné les trois matchs 3-0 avec un festival offensif, etc. Mais vu que toutes les grosses équipes, toutes, parce que oui, il y a la Belgique et l'Angleterre, mais qui ont eu des tirages vraiment faciles avec la Tunisie et le Panama. Tout le monde a galéré et c'est pas parce que, enfin, la vérité des phases de poule, elle est loin de la vérité des matchs qui suivent, quoi. Donc moi, ça m'inquiète pas plus que ça. Ok, mais alors moi je veux mettre un bémol, c'est que pourquoi pas un peu de gestion, mais est-ce que c'est normal que les remplaçants qui ont été là contre le Danemark aient montré aussi peu? Enfin, je sais pas, moi tu joues la Coupe du Monde, c'est pas la Coupe du dimanche chez Pépé, quoi. Pourquoi est-ce qu'il y a ce manque d'envie alors que c'est la plus grande compétition mondiale? Cette troisième journée, si tu regardes quasiment tous les matchs, je veux dire, il y en a 5 sur 6 qui étaient daubés, quoi. Quand tu regardes les 10 dernières minutes du Japon hier, les pires minutes de football de l'histoire de la Coupe du Monde, je sais pas, mais. Ouais, mais là, on parle du Japon. Moi, je te parle de l'équipe de France et des. Ouais, mais il y a plusieurs choses. Il y a aussi de France. C'est pour te dire ouais, voilà. Enfin, le troisième match, nous on voulait un match nul pour être premier. Le Danemark voulait un match nul pour être qualifié. Je veux dire. Personne ne voulait jouer clairement. Et je pense aussi à mon avis, il y a une grosse part de peur de la blessure et du carton jaune. C'est-à-dire que, ok, les joueurs ont peut-être pas beaucoup de chance de jouer, mais tu voyais qu'ils mettaient pas toute l'intensité dans les duels, soit pour les suspensions, soit pour les blessures. Je pense aussi qu'il y a une part de ça. Il y a aussi vraiment de la gestion. Surtout avec cette peur, c'est difficile d'essayer d'emballer un match avec une équipe du Danemark qui était aussi compacte et qui voulait pas jouer non plus. Le Danemark voulait clairement le match nul.
ils ont pas cherché à plus jouer que ça, hein, donc forcément Oui. ça compliqué le match. Si on avait joué par exemple contre l'équipe, comme genre contre l'Australie, qui a voulu envenimer le match, qui cherchait à se qualifier, donc du coup qui a fait des choses, en jouant contre une équipe comme celle-là, on aurait pu par exemple plus mettre en place un jeu, parce que là, contre un bloc de 10 gars qui faisaient que défendre, en plus Oui, En tout cas, ce match n'a pas d'importance à mon sens. moi, je continue de poser une question, c'est que en 2026, on passe à 48. Tu nous éloignes encore du débat, là, Guillaume. Tu nous éloignes du débat. Je sais, mais il va y avoir 2 fois plus de matchs comme on a eu mardi, où c'était un match à faire la sieste. Eh ben, Non, si je peux répondre brièvement à ta question et qu'on passe à la suite, ce que je vous propose, c'est que on va revenir sur tout ça dans CPI Sport. J'ai prévu un gros dossier sur la Coupe du Monde à 48, une fois que la Coupe du Monde à 32 sera finie. Et je pense que on refera de ça tous ensemble et on pourra en parler à ce moment-là. Il y a des choses à dire en effet. Eh bien, j'attendrai patiemment. Je prends mon mal en patience. moi aussi. France-Argentine, on appelle Par tout. contre, pour continuer ce que tu disais, non, France-Argentine, justement, je pense que ce sera mieux pour l'équipe de France parce que l'Argentine, c'est plus une équipe qui a tendance à essayer de faire un peu de jeu. Il y a des joueurs techniques, quand même, on les connaît tous, hein, Messi, donc même s'ils seront peut-être pas titulaires, mais Agüero, Dybala. Et donc, pour l'équipe de France, ce sera peut-être un test plus grandeur nature, on va dire. Surtout que cette équipe, elle est déséquilibrée parce qu'elle a effectivement des grosses armes offensives, mais c'est des boulevards hein, derrière. Hein. Je vais parler d'un homme, moi en particulier, qui pour moi est un exemple vraiment de cette équipe, c'est Mascherano. Mascherano, il est à la fin de sa carrière. Je pense que c'est déjà la Coupe du Monde de trop pour lui. Ça fait 6 mois qu'il joue en Chine. Il a plus les qualités physiques. Il est en retard à chaque fois qu'il veut faire quelque chose, il est en retard. C'est pas par hasard si c'est le joueur de toute la Coupe du Monde qui a commis le plus de fautes. Il en est à 11 fautes en 3 matchs. Il est pas dans le placement, il est pas dans, voilà, il apporte juste la grinta et l'expérience pour motiver, pour être le leader un peu symbolique de l'équipe, pour crier, pour tout donner. Mais c'est une grosse faiblesse de l'Argentine en milieu de terrain, à mon avis. Oui, parce que en soi, ils ont quand même Messi qui est bon aussi dans ce. Il a quand même pas le même rôle que Mascherano là-dedans. Oui, mais il n'y a pas plus charismatique comme leader que Messi, quoi. Ouais, mais c'est un leader technique plus. Leader par l'exemple, quand même pas mal, quoi. Alors qu'un leader qui est nul à chier, c'est souvent critiquable. Ouais, non, il faut tempérer, mais c'est vrai que pour moi c'est une faiblesse et ils ont changé de gardien en cours de route. Il y a assez peu de certitude sur les latéraux. Ils auraient globalement la défense de 5 à 3 à 4. Ouais, voilà. Bon, je pense que il faut pas dire que c'est facile et que la France va passer sans problème, mais effectivement, je vous rejoins sur le fait que contre l'Islande, on aurait eu un match compliqué parce qu'on aurait joué le 1-0 avec un mur en face de nous et on a vu que l'Argentine n'a pas réussi à le passer vraiment le mur. Et là, à l'inverse, il faudra bien défendre. C'est clair qu'il faudra bien défendre, ce qui est pas forcément notre point fort depuis le début, mais on aura au moins plus d'espace pour attaquer et pour envoyer des gars comme Mbappé en contre-attaque, sachant que l'Argentine aime avoir la possession du ballon, donc on aura des occasions d'attaque rapide. Ouais, et puis, enfin, en soi, quand on réfléchit un peu, c'est presque comme ça qu'est bâtie l'équipe de France aujourd'hui, avec des mecs aussi rapides et aussi, entre guillemets, techniques devant. Tu sais, on marque beaucoup de buts en contre-attaque et on est fait quand même pour subir un peu le jeu et défendre correctement et après aller très vite en contre-attaque. Je pense que ça peut être, enfin, faut pas avoir honte de le dire et je pense que là contre l'Argentine ça risque d'être le cas où on aura peut-être un peu moins le ballon que on l'a vu contre le Danemark, contre l'Australie, contre le Pérou, ça a été très poussif. On avait le ballon et on devait tourner, on avait un bloc en face de nous et ça on n'a pas les joueurs. Enfin, on a galéré par rapport à ça et je pense que c'est par rapport aux joueurs qu'on a et je pense qu'on sera plus efficace à devoir contre-attaquer avec la vitesse des Mbappé, des Griezmann. Très bien. Eh ben, on va espérer ce que tu dis, Pierre-André, et on sera devant la télé samedi pour voir tout ça. Donc samedi juste après, c'est l'Uruguay contre le Portugal. Donc éventuel futur adversaire de la France. Oui, voilà, futur adversaire de l'équipe qui se qualifiera. On espère l'équipe de France, mais qui se qualifiera. Que dire sur ce match, messieurs? Yanis, vas-y. Je trouve que c'est assez indécis. Comme malgré que le Portugal soit champion d'Europe en titre, je les trouve pas si favoris que ça quand même par rapport à l'Uruguay. Le Portugal, on les a vus le match contre l'Espagne.
3-3, c'était peut-être un des plus beaux matchs de la compétition, vraiment en termes d'intensité, de qualité technique et tout. Et puis alors après les matchs contre le Maroc et contre l'Iran, j'ai été assez déçu. Alors que l'Uruguay est monté en puissance avec un dernier match qu'il a remporté quand même 3-0 contre la Russie. Donc bon, la Russie a clairement pas fait son meilleur match du tournoi, mais elle restait sur une très bonne dynamique. Donc je pense que ça peut être un match intéressant des deux côtés, quoi, avec des stars de chaque côté, un Suarez Cavani, Cristiano de l'autre. Ouais, ça, l'Uruguay, c'est quand même une équipe solide. Je mettrais bien une petite pièce sur l'Uruguay, moi. C'est vrai que le Portugal a Cristiano Ronaldo qui est capable de débloquer des matchs, surtout quand ça devient important. Généralement, c'est là qu'on reconnaît les grands joueurs, mais j'ai bien aimé ce qu'a fait l'Uruguay, malgré que ça a aussi été poussif pour eux, comme tu le dis en début de tournoi, hein, contre l'Égypte, c'est 0-0 et c'est un but dans les derniers instants de Jiménez pour arracher le 1-0. Après, ils ont joué l'Arabie Saoudite. Je pense pas qu'on puisse vraiment tirer beaucoup d'enseignements de ce match, mais ils ont encore une fois eu un peu de mal. Et puis la Russie, c'est un peu biaisé aussi parce que la Russie prend un carton rouge dans les toutes premières minutes. Ils jouent quasiment tout le match à 10. La Russie avait fait tourner aussi dans l'optique des huitièmes de finale, elle n'avait pas forcément mis sa meilleure équipe. Mais du coup, dans cette optique-là aussi, l'Uruguay a la chance d'avoir pu ronronner et jouer tranquillement sans forcément forcer sur la phase de poule. Alors que le Portugal a eu à s'arracher jusqu'au dernier match, le 1 partout contre l'Iran. Enfin, ils ont galéré, ce qui fait qu'il y a peut-être une forme de fatigue psychologique aussi qui s'installe. Et j'ai trouvé vraiment le Portugal moins complet que ce qu'on l'a vu au dernier Euro. Peut-être offensivement toujours aussi, donc ils ont Cristiano Ronaldo. Moins solide défensivement, ils en prennent 3 contre l'Espagne, donc voilà, mais ils en encaissent encore un quand même contre l'Iran, et je les trouve pas si sereins que ça. Ouais, alors que l'Uruguay a quand même une grosse force offensive. Il y a l'arrêt décisif aussi de Rui Patricio qui leur sauve le match contre le Maroc, mais c'est clair que mais il suffit de voir la composition d'équipe. Et même à la dernière minute contre l'Iran, ils ont. C'est vrai aussi. C'est encore une action iranienne, hein. Mais il suffit de voir les joueurs qui sont alignés, quoi. Je veux dire, en défense centrale, on a toujours Pépé, José Fonte qui joue en Chine. C'est pas, il y a aucune surprise là-dedans pour moi. Non. Tu parlais du match numéro 1 là contre l'Espagne, Yanis. C'était un super match, je suis d'accord, c'était quand même un bon match, mais en soi, ce qui leur a fait tenir le 3-3, c'est Cristiano, quoi. C'est vraiment. Il y avait quand même plus d'intensité de la part de. Oui. Contre l'Iran ou le Maroc, quoi. Oui, je suis d'accord, mais il y a 3-2 pour l'Espagne a fait son meilleur match du tournoi, d'ailleurs aussi contre le Portugal. Ouais, après faut pas oublier que c'était poussif pour les deux quand même, hein. C'était un beau match, mais il y a eu des moments compliqués pour les deux équipes y compris pour l'Espagne. Mais enfin bon, tout ça pour dire que effectivement le Portugal se repose beaucoup sur Cristiano, et on a vu d'ailleurs que contre l'Iran où il est passé un peu à côté de son match, il était pas loin d'être exclu, il aurait peut-être dû être exclu, on sentait qu'il était pas dedans. Tout de suite ça vacille, quoi. Donc ils sont très dépendants. Ouais, bah après on a vu en finale de l'Euro qu'ils sont pas non plus forcément à fond dépendants de Cristiano. Hein, on s'en rappelle, les gars. On préfère pas, Donc on va vite oublier, on va passer à la suite. On parlait du Portugal, on va pas aller bien loin, on va passer à l'Espagne contre le pays hôte surprenant. Hein. On n'attendait peut-être pas la Russie en huitième, même les Russes s'attendaient pas à leur équipe en huitième. C'est vrai. Est-ce que ce sera une balade de santé pour l'Espagne, ou est-ce que la Russie peut continuer sa surprise? Je dirais pas une balade de santé, je dirais une rampe de lancement. Parce que l'Espagne, comme on l'a dit, ok, elle s'est qualifiée première de son groupe, mais avec beaucoup de difficultés. On parlait du match contre le Portugal où ils prennent 3 buts. Il y a surtout le match du Maroc où ils sont quand même pas passés loin de la correctionnelle, hein. Ils marquent un but dans les derniers instants. Enfin, voilà. Il y a l'Iran aussi où ils marquent qui ont joué contre l'Iran, c'est pareil, ça se joue pas à grand chose. Mais et pourquoi une rampe de lancement? Parce que je pense quand même que malgré tout, ils ont pas trop de soucis à se faire par rapport à la Russie, parce que pour moi, la Russie s'est qualifiée par la faiblesse de ses adversaires. Si j'attendais pas la Russie en huitième, c'est parce que j'attendais l'Égypte. L'Égypte a rien montré du tout. L'Arabie Saoudite a fait avec ses moyens, mais c'est-à-dire pas grand-chose. Quand on voit le 5-0 qu'ils prennent au premier match, le gardien, la défense, tout ça, c'est limité.
Ce qui fait que la Russie, effectivement, il faut pas leur enlever non plus. Ils ont fait des bonnes prestations. On a vu contre l'Uruguay quand même qu'ils avaient atteint leurs limites, et je pense que contre l'Espagne, ça sera pareil. J'y crois pas trop là. Voilà, peut toujours y avoir un prise. Ça sera pas une victoire facile 4-0. Hein, les vont pas se laisser faire, mais bon, l'Espagne devrait quand même se qualifier sans trop forcer et en prenant le rythme des phases éliminatoires. Ben moi, j'ai envie d'aller au contraire un peu de vous et je sens bien quand même un peu le match piège quand même pour. Faut quand même se rappeler qu'on est à domicile pour la Russie. Leurs supporters sont répondent vraiment présents à ça et même si, on parle du 3-0 contre l'Uruguay, il faut le rappeler, c'était l'équipe à prime, disons, et ils ont été à 10 tout le match. Donc, est-ce qu'on peut vraiment classer ça dans un match où ils se sont fait rouler dessus? Je sais pas trop. Je pense que ça va être un vrai test de voir ce que vaut cette Russie vraiment chez elle dans son mondial. Et moi, au vu des derniers matchs de l'Espagne, quand même, je suis pas très confiant et je sens bien genre un match qui met longtemps à se décider ou je sais pas, genre qui va aux prolongations, même au tir au but et après là, c'est compliqué. On verra bien. Mais en tout cas, moi je suis moins optimiste que vous pour l'Espagne. Au vu de ces matchs. Je pense qu'ils ont passé le plus dur. Ouais, je pense qu'ils ont passé mais... le plus dur parce il faut pas oublier quand même qu'il y a eu ce séisme là quelques jours avant le mondial où ils se séparent de leur sélectionneur qui avait tout construit. Hein, Lopetegui, c'est celui qui a tout repris après le dernier Euro, qui a bâti cette équipe. Alors ok, il récupère Hierro qui était déjà dans le staff et tout, mais c'est quand même très dur de se remettre de ça. Et donc pour moi, c'est normal qu'il y ait du retard à l'allumage. Et après, il y a un exemple qui me vient là, c'est Sergio Ramos. On l'a vu un peu balbutier, phase de poule, c'était pas trop ça. Le premier but que marque le Maroc, ça vient d'une erreur. Il perd la balle en tant que dernier défenseur au milieu du terrain. Après, ça va droit au but. Et Sergio Ramos, quand c'est les matchs décisifs, c'est plus le même. C'est plus le même joueur. Et typiquement, je pense que c'est ça qui va changer pour l'Espagne à partir du prochain match. Et c'est pour ça que moi, je pense qu'ils ont fait le plus dur. De toute façon, Sergio Ramos, à la 12e minute, il va blesser Golovin et Jerichev. Du coup, ça va faciliter le match. Je suis d'accord, Sergio Ramos, c'est un autre homme dans les matchs importants. Je suis d'accord. Mohamed Salah peut en témoigner. Non, mais je pense que quand même, l'Espagne a des joueurs avec expérience, notamment internationale. Hein, les Ramos, les Piqué, en phase éliminatoire, ils savent quoi faire, ils savent. Contrairement à la Russie, moi qui m'intéresse sur le début de mondial parce que c'est un tueur, quoi. Ça c'est pareil, on va l'avoir en phase finale. Il est peut-être pas beau dans le jeu et encore il a marqué un beau but contre le Portugal, mais c'est un tueur. Ouais. Ils ont réussi à trouver un peu cette jeune génération en mélangeant avec quand même l'expérience et leur capitaine, et malgré ils ont une cohésion d'équipe impressionnante malgré qu'ils n'étaient plus vraiment de sélectionneurs. Enfin, Hierro, voilà, c'est plus Lopetegui. Mais moi, ce qui m'impressionne le plus en Espagne, et pour l'instant, je dirais le meilleur joueur de cette sélection, c'est Isco. Isco, je trouve qu'il se révèle parce qu'on connaît quand même son talent mais il est vraiment important et on voit par rapport à cette transition que tu disais qu'il va devenir le futur Iniesta parce qu'on suppose très bien qu'Iniesta, ce sera son dernier mondial et il a vraiment la capacité technique de dribble, de vision de jeu et tout pour faire du bien à cette équipe espagnole et aider à la transition parce que des David Silva et des Iniesta ça se fait quand même vieux quoi. Très bien messieurs sur ce match. Donc là moi je suis là, je vous écoute, on va résumer, vous n'êtes pas très convaincus par la France, par l'Argentine, par le Portugal, par l'Espagne, là aussi on sait pas trop ce que ça vaut, mais voilà, l'Uruguay était pas trop mal, mais pareil, la poule était faible. Par contre, je pense qu'on va arriver sur une équipe qui nous a tous impressionnés. Enfin, moi, c'est le cas en tout cas. C'est les Croates qui seront donc opposés aux Danois qui étaient dans notre poule. Les Croates qui, eux, par contre, se sont pas pris les pieds dans le tapis pour démarrer la compétition. Non, vas-y. On va dire que leurs deux premiers adversaires ils ont joué, ils ont gagné 3-0 contre qui? Que je me rappelle bien. Ils ont gagné 2-0 contre le Brésil, je crois que c'est le Brésil. Ah, tu parles de 2014, pardon, j'ai pas entendu. Non, mais je parle de là. cette année là.
Ah, c'est l'Argentine. Ils ont battu l'Argentine. C'est ça, ils ont battu l'Argentine. Oui. Oui, il y a des petits problèmes de liaison. C'est pour ça que je vous ai pas entendu. Ouais. Mais effectivement, ils ont battu l'Argentine. C'est vrai que dans ce qu'on pouvait appeler entre guillemets ce groupe de la mort, parce que c'est comme ça qu'on pouvait le présenter, il paraissait être le groupe le plus relevé, le plus difficile. On n'attendait pas la Croatie à aussi haut niveau, peut-être. Enfin, moi, je suis pas non plus très surpris parce qu'ils sortent quand même d'un euro. Ils ont quand même été assez. Enfin, je veux dire, on peut dire qu'ils ont fait quand même un bon euro. La paire au milieu, Rakitic, Modric, est clairement dans son prime. Les deux sont étincelants en club et font vraiment bien l'équipe de Croatie. Devant, il y a Mandžukić, il y a Perisic qui sont aussi très efficaces. C'est quand même une belle équipe et je suis pas surpris qu'ils fassent je veux dire, c'est une belle surprise. On va dire, on peut plutôt dire ça que c'est une belle surprise, mais c'est pas non plus quelque chose qu'on pouvait ne pas imaginer totalement, quoi. Il y a quand même une base solide dans cette équipe et après, contre le Danemark, moi, je vois quand même si ce sera genre pour le ballon, Marc défendra. Ils ont l'avantage d'avoir ces deux gars au milieu là qui sont capables de faire cette passe parfaite, ce petit dribble pour faire cette petite frappe, n'importe quoi. Que nous on a un peu moins que et donc du coup je pense qu'ils arriveront peut-être plus facilement à trouver les clés pour battre le Danemark. C'est en tout cas un match qui est assez prévisible, hein, parce que bon, c'est vraiment les opposés au niveau footballistique et le Danemark, on l'a vu contre l'équipe de France, mais c'est tout sur toute la phase de poule. Hein. C'est une équipe qui défend, qui a pris un seul but, c'était sur penalty contre l'Australie, qui a eu qui a eu de la chance contre le Pérou, ça il faut le dire aussi parce qu'ils auraient dû prendre un but, je pense, mais ça va être un rideau scandinave qui va rester bien bas et qui va essayer de jouer le 0-0, éventuellement marquer un but en contre. Ça c'est pour le coup le scénario est assez prévisible. Par contre l'issue l'est un peu moins, même si la Croatie en effet devrait passer parce qu'elle est supérieure au Danemark, c'est clair. Après voilà, moi là-dessus, je suis moins d'accord avec PA sur leur base par rapport à l'euro dernier. Enfin, faut pas oublier qu'à l'euro dernier, ils se sont sortis par le Portugal sans vraiment déçus. Mais sur cette phase de poule, ils ont été vraiment intéressants dans différentes approches des équipes. Ils ont su donc se reposer sur la justesse de leur milieu, mais aussi sur la vitesse de leur ailier, sur la puissance de Mandžukić. Et contre le Danemark, ça peut servir. Ils peuvent marquer sur coup franc, ils peuvent marquer sur des frappes lointaines, sur des centres avec, comme on disait, de la taille de Mandžukić. Et je pense que ça peut jouer contre le Danemark, qui est quand même une équipe physique, qui va défendre en bloc. Et une frappe lointaine ou un coup franc bien placé pourrait débloquer la situation, obliger le Danemark à ensuite un peu se découvrir et puis la Croatie un peu finir le travail, quoi. Ouais, mais le truc, c'est que c'était exactement pareil à l'Euro 2016. Ils ont fait une phase de poule fantastique. Vraiment, hein. Moi, j'ai vu leurs 3 premiers matchs, je me suis dit, la Croatie va aller très loin, demi-finale, finale. Et là, bim, le premier match coup près, Portugal, 8e de finale, c'était une catastrophe. C'était vraiment, c'était plus la même équipe, tout s'est liquéfié. Et c'est pour ça que je mettrai là le bémol sur le fait que moi aussi cette équipe elle m'a plu, moi aussi je trouve que la Croatie ça joue bien, je pense que personne ne peut dire le contraire. Quand on prend 9 points en 3 matchs, c'est que de toute façon on a bien géré la phase de poule, mais c'est la seule équipe à l'avoir fait, si je dis pas. Ah non, pardon, il y a la Belgique aussi. Mais la Croatie comme la Belgique, justement, comme l'Angleterre aussi, ce sont des équipes qui ont beaucoup de promesses, qui souvent font des bons matchs, des bonnes phases de poule, et dès qu'on les attend, on a l'impression qu'ils sont un peu dépassés par la pression. Et comme j'ai cité Sergio Ramos tout à l'heure, le contre-exemple, c'est par exemple quelqu'un comme Dejan Lovren, voilà, qui peut fragiliser son équipe à certains moments dans les grands matchs. Et c'est pour ça que j'ai un peu de mal. Je vais un peu plus loin que le match contre le Danemark parce que je pense qu'ils vont battre le Danemark. Mais attention, on sait que c'est une équipe qui a malheureusement pour habitude de parfois pas concrétiser dans les matchs les plus importants les promesses qu'elle montre. Après justement, je pense que à la différence, c'est ça que voilà, ils ont un match entre guillemets, je vais pas dire facile, mais plus facile quand même que contre le Portugal, plus abordable pour eux. Ça va peut-être les mettre en route dans cette mentalité un peu éliminatoire en se disant ça y est, on a fait notre premier match éliminatoire, on va réussir s'ils battent le Danemark et les lancer vraiment dans la compétition, ce qu'ils n'ont pas réussi à faire au dernier Euro. Sachant après tu parlais, oui,
ça jouerait potentiellement l'Espagne en quart. Donc, grosse affiche ça peut être en quart. un gros match. Attention. Oui, mais de toute façon, à partir des quarts, on va quand même arriver rapidement sur que des grosses affiches, parce que les équipes qui sont là, elles le méritent souvent. Oui, bien sûr. Mais du coup, c'est là que j'émets encore quelques doutes sur la Croatie. Donc là, la Croatie, moi, je suis d'accord avec toi. 8e, je pense pas trop sur le Danemark. Après, on verra leur qualité, entre guillemets, mentale des dernières éditions, que ce soit à l'Euro ou avant. Ça se verra certainement à partir des quarts de finale. Mais je me fais pas trop de soucis pour eux pour les 8e. Et bien ça, ce sera la semaine prochaine. On arrive au milieu des 8e. Pour faire une petite pause, moi je vous propose de revenir sur le séisme qui a alimenté le mondial. Là, c'est l'élimination du tenant du titre. Alors, on a la malédiction du tenant du titre, la stat, je crois que c'est 4 des 5 derniers, quelque chose comme ça. Exactement. Donc, Mathieu, Yanis, vous êtes en Allemagne. Comment c'est vécu là-bas, au pays? Alors déjà, il y a quelque chose, je saurais pas expliquer si ça vient de la culture ou du contexte, mais il y a pas de colère, ou très peu en tout cas, je trouve. C'est assez froid. Par rapport à ce qu'on a connu, ou à la mentalité globale des pays latins, que ce soit la France ou le Brésil en 2014, qui s'est acharné sur ses joueurs, Thiago Silva, David Luiz, c'était les pires Brésiliens de l'histoire, quoi. Et là, on a plus ce quelque chose de froid, comme tu dis, une espèce de fatalité, que finalement, on a l'impression que les Allemands se sont pas liés à cette équipe et presque qu'ils le voyaient venir. Ou en tout cas, ce qui est beaucoup reproché à cette équipe d'Allemagne, c'est de pas avoir su voir les signes. Mats Hummels a dit au micro, et il avait tout à fait raison, que le dernier bon match de l'Allemagne, ça remonte quand même à octobre 2017, la dernière performance de référence contre une belle équipe. Depuis, ils ont eu une préparation très compliquée. Ils perdent en Autriche, ils gagnent dans la douleur contre l'Arabie Saoudite 2-1. Il y a eu la défaite du Mexique et il y a eu toujours en conférence de presse, que ce soit du sélectionneur ou des joueurs, cette idée de dire oui, mais on se fait pas de soucis, c'est que le début, ça va venir, avec quand les matchs vont devenir importants, le niveau va monter, etc., etc. Après, moi, ils ont quand même reproché, tu disais, mais il y a quand même quelques joueurs qui ont plus été mentionnés que d'autres pas à cause d'eux, mais voilà, des choix de Joachim Löw, par exemple, de titulariser Mesut Özil, Sami Khedira, qui ont été assez mentionnés, moi, de ce que j'ai pu en entendre ici, que ils n'étaient pas au niveau, et c'était certainement un manque peut-être pas un manque de motivation, mais une certaine lassitude. La satiété. Moi, j'ai lu le mot satiété qui effectivement m'a assez plu, parce que c'est vrai que on en revient à la stat des champions du monde. Il y a pour moi deux explications. La première, c'est effectivement ce fait d'être rassasié, entre guillemets, et de plus avoir la même envie. La deuxième, c'est que 4 ans dans le football, c'est très long. Il suffit de voir cette équipe d'Allemagne, combien de joueurs il restait de 2014. Il n'en restait pas beaucoup. Müller, Khedira, Neuer, Özil, Kroos, j'en oublie peut-être, mais en gros c'est ça, Hummels, Boateng, quoi. Et c'est aussi sur eux que majoritairement les reproches finalement sont arrivés, parce que c'est des joueurs qui n'ont pas répondu présent et qui n'auront pas joué les rôles de leader. Et l'Allemagne regrette beaucoup les départs de Lahm et Schweinsteiger. Donc moi, hormis Kroos, je suis sur tous les joueurs qui ont été mentionnés. Je pense que Kroos, son but face à la Suède, l'a un peu qualifié de héros et l'a un peu immunisé vis-à-vis Sauf le reste, parce qu'il a quand même pas été très fort quand même sur le reste du mondial. Mais hormis Kroos, oui, tous les cadres de l'équipe ont été assez jugés ici et beaucoup considèrent que Löw aurait dû beaucoup plus s'appuyer sur la génération qui a gagné en Coupe des Confédérations. Même si, voilà, qu'est-ce que vaut la Coupe des Confédérations, mais beaucoup de joueurs avaient plu et n'ont pas été utilisés ou n'ont même pas été sélectionnés pour certains. Mais finalement, de ce qu'on avait pu discuter, très peu voyaient l'Allemagne de toute façon plus loin que la demi-finale, mais même certains les voyaient déjà sortir dès les 8e, quoi. Donc finalement, ils ne sont pas si étonnés que ça, même si ne pas sortir des poules est une énorme déception. Et après, donc Joachim Löw est sous contrat jusqu'en 2020, il me semble. 2022, excusez-moi, c'est 10 échanges, pardon, 2022. Il a dit lui-même en conférence de presse qu'il se laissait quelques jours pour réfléchir à son avenir.
Est-ce que vous le voyez continuer, repartir sur une base de la jeunesse et préparer l'Euro 2020 En tout cas, il a toutes les sereinement? cartes entre les mains. Le président de la fédération l'avait annoncé avant le mondial, qui serait reconduit quel que soit le résultat, et vraiment quel que soit le résultat. Il l'a confirmé encore après l'élimination qu'ils allaient discuter, mais que pour lui, théorique, c'est vraiment Löw qui a le choix. Et du coup, c'est difficile de dire, mais c'est lui aussi qui a initié finalement avec la Coupe des Confédérations cette dernière génération. Mais je comprends aussi que peut-être qu'il s'arrête parce que ça fait quand même depuis 2008 qu'il est à la tête de cette Allemagne-là. Ça fait depuis 2008 qu'il est arrivé à chaque fois en demi-finale, vraiment à chaque fois, et au minimum quoi. Et du coup, ça c'est quand même une super prestation. Et est-ce que c'est pas la fin d'un cycle aussi? Je ne sais pas, mais en tout cas, s'il s'en va, c'est pas la fédération qui l'aura viré. Bah, c'est la première fois que l'Allemagne se trouve aussi en 60 ans. Quelque chose comme ça, je pense. Depuis 1954, plus précisément, ou si on compte l'ancienne RFA, du coup, ils ont toujours au moins atteint les quarts de finale de la Coupe du Monde. C'est-à-dire que sur les 16 Voilà. dernières Coupes du Monde, ils sont arrivés en quart de finale, dont 12 fois en demi-finale. C'est extraordinaire. Voilà, c'est peut-être aussi pour ça que c'est la première fois que ça leur arrive, que les gens peuvent aussi être indulgents. En Peut-être. plus de l'histoire de la mentalité, etc. Bien. Je pense qu'on a donc fini avec cet 21 minutes, sauf si Pierre-André veut ajouter un mot. Non, moi, enfin, dire, après, c'est vrai que je suis d'accord. Enfin, vous avez raison par rapport à Love. C'est à lui de décider ce qu'il veut faire. Mais je veux dire, enfin, je sais pas quoi dire si ce serait mieux que part ou quoi que ce soit, mais ce serait peut-être là, ce serait compréhensible qu'il puisse avoir envie de partir et fierté, envie de se dire, écoutez, j'ai raté. Je prends aussi pour mon galon. Je m'en vais quoi, parce qu'il est là comme depuis 2008. On l'a dit depuis 54. Enfin, tu sais, il a toutes les choses en main, mais d'un autre, c'est tellement exceptionnel ce qu'il arrive que ce serait bizarre qu'il se passe rien. Il va se passer quoi? Il va plus appeler deux mecs de la sélection et encore, c'est difficile de changer complètement sa sélection et de plus appeler par exemple des mecs comme Ozil. Ouais, ça va être la fin d'un cycle quand même. Je pense que la génération des Khedira, Boateng, Hummels, ils ont perdu beaucoup de crédibilité là, mine de rien, et notamment Khedira. Je pense que pour lui c'est la fin. Thomas Müller, je ne sais pas, mais c'est possible aussi. Ben, moi, si j'en mets un avec le dirage, je mets Özil. Özil, il a vraiment été, il a perdu aussi toute sa crédibilité. Une fois remplaçant, une fois mauvais, et une deuxième fois mauvais. Donc, s'il y en a un qui saute avec Khedira, que Khedira était remplaçant aussi. Mais après, Khedira a un rôle très important dans le vestiaire, paraît-il. Il était là aussi comme un cadre important. Donc, c'est pour ça que je pense qu'il va s'en aller parce que il est aussi un des responsables. Bon, on va s'arrêter sur l'Allemagne, surtout que récent, quoi. C'était il y a 2 jours. On en saura plus dans les prochaines semaines. Et sûrement que le premier test, ça va être les premiers matchs de qualification pour l'Euro, qui auront lieu septembre. Je sais pas exactement, mais c'est pas la priorité. Mais donc, enfin bref, voilà, on en saura plus d'ici quelques semaines. On réattaque les huitièmes de finale maintenant, si vous le voulez bien. Yes. Il y a un duel des Amériques entre le Brésil et le Mexique. Mexique qui est fini premier du groupe de l'Allemagne en deuxième. En deuxième, pardon. C'est la Suède qui finit premier. Tout à fait. Bref, groupe totalement fou, pardon. Donc oui, le Mexique termine deuxième et le Brésil termine premier de son groupe. Ça va jouer ce match, rassurez-moi. Bah j'espère que ça va jouer. En tout cas, le Mexique avait joué contre l'Allemagne, certes avait laissé la possession et avait profité des contre-attaques avec les espaces laissés par les Allemands. Mais je pense que ça sera pareil hein, contre le Brésil, ils vont laisser la possession. À la seule différence que là où l'Allemagne avait une paire Khedira Kroos friable au milieu qui laissait des espaces, Casemiro notamment stabilise beaucoup cette équipe brésilienne.
Et sachant que derrière, il y a encore des bons défenseurs, une charnière Thiago Silva Miranda qui se montre assez à l'aise, je trouve, sur le début de mondial, même si c'est des joueurs assez âgés. Je pense que le Brésil devrait mieux s'en sortir que l'Allemagne, justement grâce à cette assise défensive. Et puis devant, c'est très fort aussi au Brésil. Hein. Je veux dire, le Mexique, je sais pas si le Mexique aura la capacité de pouvoir défendre correctement sur les gars, sur les gars de devant du Brésil. Coutinho, surtout que si j'avais un joueur à relever là sur le début de mondial du Brésil, ça serait Coutinho que j'ai trouvé vraiment extraordinaire. Même si oui, c'est Neymar aussi qui sait faire des dribbles, etc. Mais je trouve qu'il sort aussi beaucoup mentalement de ses matchs avec ses simulations, je ne sais pas, mais en tout cas ses exagérations, je pense qu'on peut dire ça comme ça. Et puis mentalement, je trouve qu'il a une énorme pression sur les épaules. Je sais pas si c'est lui qui se la met tout seul ou si vraiment c'est cette même pression qu'il y avait en 2014. L'image où ils font en larmes après le match contre le Costa Rica, là, la victoire dans les arrêts de jeu, comme ça au milieu du terrain devant toutes les caméras, je trouve que c'est des signes de fébrilité quand même de la part de Neymar. Ce qui ne veut pas dire que je suis inquiet pour le Brésil, mais c'est toujours compliqué. Et ce Brésil, on a l'impression qu'il y a une pression mais monstrueuse, quoi. Quoi qu'ils fassent, ils ont tout le poids d'un pays sur les épaules, j'ai l'impression. Et surtout Neymar, il est un peu vu comme le sauveur du pays. Enfin, voilà, qui a pas gagné le Coupe du Monde depuis 2002, donc ça peut paraître pas beaucoup, mais pour le Brésil, mine de rien, ça commence à faire pour eux. Et il a une pression énorme de la part du pays. C'est une star en Europe, c'est une star à Paris. Enfin voilà, il est un peu obligé de faire une très bonne Coupe du Monde quoi aujourd'hui. La pression qu'il doit, je pense qu'on peut même pas s'imaginer la pression qu'il doit subir au quotidien. Bien. Huitième suivant, si tout est bon pour celui-là. La Belgique, excusez-moi, la Belgique face au Japon. Le Japon qu'on n'attendait pas ici. Enfin, personnellement, je n'attendais pas les Japonais ici. Non, personne, je pense. Seul pays asiatique qualifié pour la phase finale. Enfin, pour les huitièmes, donc pour la phase finale. Mais problème de santé pour les Belges. Oui, je pense, mais c'est déjà une très belle performance pour les Japonais d'être sortis de ce groupe quand même où il y avait la Pologne et le Sénégal. Alors la Pologne qui m'a énormément déçu, j'attendais beaucoup de la Pologne, en particulier de Lewandowski, mais de toute la Pologne en général, qui a été carrément absente du mondial, quoi. Il y a pas d'autre mot. Ils sont passés à travers, mais totalement. Ils ont juste joué le dernier match quand ils avaient plus de pression au final. Oui, il y a ça, mais je sais pas. Il y avait vraiment beaucoup trop de faiblesse dans cette équipe défensivement, notamment. C'était affligeant, quoi. Je comprends pas comment ils ont pu tomber si bas alors qu'ils avaient fait une bonne campagne d'éliminatoire, qu'ils arrivaient plutôt en confiance. Mais bon, voilà. Il y avait le Sénégal aussi qui, là, à l'inverse, a fait un bon mondial et tombe vraiment avec beaucoup de malchance au nombre de cartons jaunes. A été divisé à cause de leur carton jaune. Ouais, égalité avec le Japon du coup, et puis enfin égalité de points, de différence de but, etc. Mais je pense qu'ils doivent regretter ce deuxième match où ils font 2-2 contre les Japonais alors qu'ils avaient mené 2 fois au score. Bon, en tout cas, tant mieux pour le Japon, c'est un exploit pour eux, mais ça n'ira sûrement pas plus loin. Oui, je pense que là, je veux dire, s'il y a sur les huitièmes de finale, s'il y en a un où je suis presque sûr du résultat, c'est Belgique-Japon, quoi. Je vois vraiment pas les Japonais inquiéter la Belgique. La Belgique, même si la Belgique n'a pas l'expérience des grandes compétitions, c'est une équipe très jeune, qu'on reverra encore pendant encore au moins 4 ans, je pense. Mais ce qu'ils ont fait sur la phase de poule était quand même vraiment très très intéressant. Enfin, ce trio Hazard, Lukaku, De Bruyne est vraiment très très fort offensivement. Après derrière ils sont passés à 3 défenseurs et ça marche plutôt bien. Donc moi franchement je les vois vraiment passer sans problème. Et je vois aussi le Japon essayer de défendre tout le temps et après d'essayer de courir un peu devant pour avoir les contre-attaques. Mais la Belgique, juste Lukaku et sa puissance, il va marcher sur les défenseurs japonais, quoi. Et voilà, comme pour la Croatie, hein. On espère que pour le spectacle, que ça va lancer leur mondial, que ça va les stabiliser un peu mentalement et qu'ils vont une grande coupe.
Oui, non, c'est Oui, clair, oui, c'est c'est clair, sûr, c'est clair. mais attention quand même, bah pareil, ouais, voilà, Croatie, on met le même bémol sur les grands matchs, et j'ai l'impression que cette défense à 3 là, elle est quand même pas si stable que ça. Carrasco et Meunier qui jouent les pistons sur les côtés sont quand même plus portés vers l'attaque que vers la défense. Et puis Vertonghen, Alderweireld, on a des petits problèmes de lenteur, je pense, en particulier Vertonghen. Et puis Mm. Boyata lui manque un peu d'expérience. J'attends de voir si Compagnie revient. Il a joué quelques minutes en fin de match contre l'Angleterre. Est-ce qu'il sera suffisamment prêt pour jouer à partir des huitièmes? Ça serait un gros changement déjà dans cette Belgique. Ça pourrait changer des choses. Après, ça ferait du bien hein, si Compagnie Ouais, revenait ouais. en plus stabiliser tout ça. On verra, mais moi, franchement, ouais, que c'est justement entre guillemets pas trop mal pour eux qu'ils puissent se mettre en confiance contre une équipe comme le Japon Ah et bah de qu'ils toute puissent façon, c'est clair que c'est non mieux de tomber sur le Japon que sur le Portugal, quoi. On est d'accord là-dessus. oui C'est mais je veux dire au moins voilà ils se mettront en confiance ils risquent sûrement de passer ce tour et après en quart de finale le tableau de c'est l'avant Brésil. s'il est en tête C'est sûrement le Brésil. Oui, bon, le quart voilà de sûrement finale, on aura le temps d'en discuter encore, je pense, messieurs, on a oui déjà oui c'est un peu leur comme la tour. Moi, Croatie je vous propose de passer nos derniers huitièmes et on commence par vraiment une surprise, mais un petit peu quand même Suède-Suisse. ah Euh, là les, les Suisses, on les voyait là, les Suédois, je suis pas certain. Mais les Suédois nous font là mentir depuis bientôt un an. ouais la très chère Nati qui tient au cœur de notre Guillaume national. Non, oui, la Nati, je pense qu'on pouvait quand même leur dire qu'ils allaient finir deuxième derrière le Brésil. Ils ont fait une bonne phase de poule. Ça aurait pu être plus serré avec la Serbie. Ouais, C'était ils s'en sortent de un des matchs justesse quand très même. tendus. C'est ça. Serbie, ils s'en sortent vraiment dans le temps Ils sortent de additionnel justesse, sur je un veux dire, compte mais de Shaqiri où la Serbie avait laissé trop d'espace derrière. En tout cas, pour moi, c'est le match vraiment le plus difficile à oui, par pronostiquer contre, entre oui. guillemets parce que je sais pas trop à quoi attendre des deux équipes parce que la Suède a montré contre l'Allemagne qu'elle savait très bien défendre comme tous les autres pays scandinaves, hein, l'Islande et Danemark. Mm. Ils sont capables de mettre le bus et de rien laisser passer. Mais là, sur leur dernier match de poule, là, où ils atomisent le Mexique 3-0, alors que le Mexique était plutôt en confiance, ils ont montré aussi qu'ils savaient attaquer. Alors, qu'est-ce qu'ils vont choisir comme tactique sur ce huitième de finale, sachant que la Suisse a aussi plusieurs cordes à son arc. C'est une équipe qui est capable de tenir le ballon, mais qui a aussi les armes, notamment l'arme Shaqiri, qui pour aller vite en contre. Donc, vraiment indécis là, pour le coup. Ouais, c'est vrai il est d'ailleurs, enfin, oui, je veux dire, les codes des paris sont assez flagrantes là-dessus. C'est un match très très indécis, quoi. Donc, et pour ça, c'est vrai on peut difficilement dire qui sortira gagnant de ce match, mais du spectacle. On peut imaginer peut-être un match un peu débridé, quoi que ce soit. Il n'y aura pas un gros favori qui aura le ballon tout le temps. Peut-être un match où ça ira de but en but avec pas mal d'actions. On peut espérer un Ou match comme alors, à ça. l'inverse, un match Donc, où les deux équipes ont la rendez-vous. pression et défendent. Les deux sont Donc, Oui. possibles. Ou un rendez-vous, match totalement chier. rendez-vous mardi. Et Ouais. quelle est l'heure de ces matchs de fin d'après-midi? 16h, 20h. 18h, 16 heures. 16h. 16h. Donc, rendez-vous mardi 16h Ouais. pour ce duel opposant les Suédois aux Suisses. Et donc, il nous en reste plus qu'un. Le dernier huitième de finale qui est opposant la Colombie, privé de James Rodriguez, si je dis Je, pas de bêtises. je sais pas Yes. s'il y a eu des Normalement. informations officielles là-dessus quand même, hein. Alors, c'est probable, on va dire que c'est Il est très probable, mais incertain, mais il n'y a rien Bien. d'officiel. Donc, la Colombie, qui, on ne sait pas si elle sera privée de James ou non. L'Angleterre, deuxième après sa défaite contre la Belgique hier dans un match de remplaçants. Messieurs, Mathieu commence. Dis-nous ce que tu en penses. comme Suède-Suisse, mais pour des raisons différentes, j'ai énormément de mal à, à voir un peu, à lire ce qui va se passer. Parce que l'Angleterre a été assez séduisante sur deux premiers matchs contre la Tunisie et le Panama, qui du coup, rien que le nom des adversaires modifie pour moi le constat. Qu'est-ce que ça veut dire d'être performant contre la Tunisie et le Panama?
Et forcément, on est obligé de garder en mémoire le 8e de l'Euro 2016 où ils avaient complètement explosé contre l'Islande, même si la phase de poule avait été différente. Ils avaient déjà été en difficulté en phase de poule, là ça n'a pas été le cas. Mais c'est aussi une équipe qui a tendance à craquer dans les grands rendez-vous, surtout que là c'est une équipe très jeune, hein, une des plus jeunes de la Coupe du Monde. Des joueurs comme Alexander Arnold, comme Jesse Lingard, Raheem Sterling, etc. Mais Jesse Lingard fait un très bon début de mondial, donc peut être un danger, peut changer le match. Avec Harry Kane devant, pareil, j'avais dit la même chose pour Lukaku ou pour Diego Costa plutôt. C'est pareil, c'est des tueurs, quoi. C'est des numéros 9 qui sont là pour marquer. Et il est capable de le faire et de changer le match. De l'autre côté, il y a Falcao dans le même registre. La Colombie... Qui est plus en difficulté quand même Falcao hein, sur cette Coupe du Monde. Oui, mais bon, ça reste pour moi un grand buteur. Il est capable, qui peut sortir de sa boîte. Capable de sortir de sa boîte. Le but qu'il faut au bon moment, quoi. Ça, on est d'accord. Disons que avec Rames, j'aurais clairement misé sur la Colombie. Sans Rames, c'est plus la même équipe. Et voilà. Qu'est-ce qui va, comment il leur manque peut-être un peu de création au milieu de terrain pour voilà. passer. Donc la journée du mardi sera la journée de l'indécision, si je résume vos propos, messieurs. Oui, moi, oui, en tout cas. Bien. Donc on a fait le tour. Le retour, on doit être aux alentours des 45 minutes, mais on va peut-être faire un peu plus. À peu près, ouais. Donc on rappelle, les matchs se dérouleront samedi, dimanche, lundi, mardi, donc 16h et 20h chaque jour, c'est bien ça? C'est bien ça. Ouais. Donc dans l'ordre dans lequel on vous les a présentés, n'hésitez surtout pas à revenir pour écouter la séquence qui vous intéresse juste avant les matchs si vous le souhaitez. Est-ce qu'on fera un épisode après les huitièmes? On en refera sûrement un avant la fin de la Coupe du Monde, après les huitièmes, après les quarts, je sais pas. Et en tout cas, il y aura toujours les articles. Voilà, on vous tiendra au courant. Et il y aura toujours les articles qui sortiront pour les résumés des matchs, et puis pour l'équipe de France, peut-être plus d'analyse tactique que de résumés. Voilà, les résumés pour l'ensemble des matchs. Peut-être pas pour l'ensemble des matchs, mais pour une bonne partie des matchs. L'analyse globale pour chaque fois pour la France, vous commencez à avoir l'habitude avec Mathieu. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. On s'excuse encore des petits bruits parasites. On est aussi en colloque avec Yanis, etc., etc. Mais voilà, c'est les joies du podcast. Donc voilà, pour finir, vous pouvez suivre le compte CPI Sport sur Facebook, sur Twitter. Vous pouvez nous trouver donc pour nous écouter sur SoundCloud, sur iTunes, sur Stitcher, sur TuneIn. On essaye d'être à peu près partout. Après, sur YouTube. Merci Mathieu, j'allais l'oublier. Sur YouTube, vous avez tous les archives de tous les podcasts, ce qui n'est pas disponible sur SoundCloud. Et voilà, après, on a nos Twitter perso, mais qui sont très peu utilisés, surtout sur la Coupe du Monde, vu que notre principal rédacteur de Coupe du Monde, Mathieu, le réseau social à l'oiseau bleu. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour, messieurs. Et on va souhaiter à nos auditeurs un très bon huitième de finale. On espère qu'on va se régaler. Alors on souhaite que la France aille le plus loin possible. Ce serait intéressant. Mais voilà, suivez les huitièmes de finale. Écoutez-nous avant les matchs. Et tout se passera bien. Ciao. Ouais, salut. Ciao les gars.